Merci de l'invitation d'Arenache et de l'Université de Corse pour pouvoir échanger un petit peu autour d'un sujet que j'explore maintenant depuis plus de 20 ans quand même. C'est l'autonomie de la Corse, c'est les institutions de la Corse en général. C'est un sujet, c'est assez étrange parce que c'est un mot qui est omniprésent dans le débat public depuis 50 ans. Et pourtant, c'est un mot qui suscite toujours énormément d'interrogations, peut-être plus encore parce qu'on se rapproche peut-être d'une finalisation, enfin en tout cas d'une étape sur la voie d'une autonomie pour la Corse. Étonnant aussi parce que dans le débat public national, ça paraît souvent comme une sorte d'exception, une sorte de miracle corse, une sorte d'atteinte inavouable aux principes les plus fondamentaux de la République, alors que la France connaît très très bien les régimes d'autonomie, elle les a pratiqués depuis longtemps aux quatre coins du globe, elle les connaît très bien encore aujourd'hui. Là où ce serait une nouveauté, ce serait peut-être que ça adviendrait en métropole. Donc, une situation un petit peu particulière. Je vais revenir tout d'abord quand même sur le contexte historique et politique contemporain pour dire que en mars 2022, suite aux mobilisations de mars 2022, un coup d'accélérateur a été donné. Depuis 2017, une sorte de légitimité démocratique assez incontournable. 3 députés sur 4, 56% de voix aux élections territoriales, avaient fait croire à certains trop facilement que l'autonomie de la Corse était quelque chose d'inéluctable. Il y avait une légitimité démocratique, oui, mais qui s'opposait à une autre légitimité démocratique, celle du président de la République. Et ce président a préféré temporiser, espérant probablement que le nationalisme corse, comme il en est habitué, se divise et s'affaiblisse. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, et ces mobilisations de mars 2022 ont bien été un accélérateur, incontestablement. Pourquoi ? Parce que depuis 5 ans, la Corse avait accumulé la Corse, ou du moins une partie de la Corse, celle qui vote nationaliste, avait accumulé un ensemble de déceptions et de frustrations assez inimaginables. Un vrai baril de poudre. Et finalement, l'agression mortelle d'Ivan Colonne en prison est l'étincelle qui fait exploser ce baril de poudre. Il n'empêche que, à un mois de l'élection présidentielle, face à un risque réel de dégâts non seulement matériels, mais humains, si dans une mobilisation on commençait à avoir des morts, que ce soit du côté des forces de l'ordre ou du côté des manifestants, les données du problème changent fortement, et c'est le genre de risque qu'on évite de prendre. Face à des mobilisations qui faisaient courir le risque de dégâts matériels mais humains, on a préféré ouvrir la porte de l'autonomie, même si c'est une ouverture qui est immédiatement apparue sujette à caution. Sujette à caution d'un côté parce que ça semblait accorder à quelques centaines de manifestants violents ce qu'on refusait depuis des années à des dizaines de milliers d'électeurs, parce que d'un autre côté, on ne s'engageait sur rien, à part à discuter. Et enfin, parce que le gouvernement, déjà à l'époque, n'avait aucunement les moyens politiques de réviser seul la Constitution. Donc c'était un dialogue qui, dès le départ, il faut le rappeler, je crois, était absolument hypothétique quant à ses concrétisations et qui le reste aujourd'hui. Ce dialogue, il a eu lieu avec beaucoup de limites. Est-ce qu'il a été assez ouvert ? Probablement pas. Est-ce qu'il a été assez régulier ? Probablement pas. Il a eu lieu quand même. Il y a eu un accord avec le ministre de l'Intérieur. Il y a eu un vote hier à l'Assemblée de Corse qui a validé un texte. Très bien. On verra ce qu'il advient désormais. Mais les incertitudes, je crois pour tout le monde, qu'on soit simple citoyen ou spécialiste ou élu, elles restent énormes. D'ailleurs, les élus ne les cachent pas, ces incertitudes. Alors, cette petite mise en bouche contextuelle étant faite, je voudrais revenir d'abord sur le sens du mot, ses implications. Qu'est-ce que l'autonomie en fait ? Ça peut être diverses choses. Étymologiquement parlant, c'est relativement simple. C'est la liberté de se donner ses propres normes, même si on n'est pas un grand spécialiste du grec, on peut le comprendre, la liberté de se donner ses propres normes, ce qui implique normalement
de pouvoir intervenir en matière législative, théoriquement. À l'international, dans des pays très voisins, comme l'Espagne, comme l'Italie, comme la Belgique, comme l'Allemagne, c'est ce qui se passe. Vous me direz, une commune, lorsqu'elle adopte un plan d'urbanisme, un document local d'urbanisme, elle adopte bien ses propres normes, et c'est vrai. Et c'est vrai. Il n'empêche que lorsqu'on parle d'une région ou d'un territoire de type régional, l'exigence est normalement plus élevée. Et normalement plus élevée s'élève à ce niveau législatif, qui permet diverses adaptations ou même substitutions de la norme régionale à la norme nationale. La France connaît ça. Je le disais, bon, on a le statut des Comores en 68, bon, les Comores deviennent indépendantes en 75, c'est la décolonisation. La Tunisie avant, autonome en 55, indépendante en 56, là aussi c'est un contexte de décolonisation. Mais la France reconnaît l'autonomie par exemple de la Polynésie depuis 84, sans que ça ait déchaîné, me semble-t-il, les appétits indépendantistes. Il y avait un indépendantisme en Polynésie, il existe toujours aujourd'hui. La France connaît ça très bien, la France a inscrit ça dans sa constitution en 2003. En 2003, avec d'ailleurs une conception de l'autonomie qui donne aux collectivités concernées des pouvoirs qu'on peut qualifier de très supérieurs à ceux que prévoit d'accorder le texte hier voté par l'Assemblée de Corse, très supérieurs, avec notamment une capacité d'intervenir dans le domaine de la loi dans de très nombreuses matières, et même la possibilité de favoriser la population locale par rapport aux autres citoyens français. C'est quelque chose qui ne semble pas déranger grand monde en métropole. Si vous arrivez demain en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, vous êtes très défavorisé sur le marché du travail par rapport à un local. Est-ce que vous jugez ça normal ? Je pense que vous pouvez le juger normal, mais du point de vue de ces fameux principes égalitaires et unitaires français, ça l'est un petit peu moins quand même. Sachez qu'en Polynésie, vous avez, je crois, 22 codes de normes locales. Impôts, travail, concurrence, marché public. C'est assez épatant. C'est le produit de plus de 50 ans d'évolution. Je ne crois pas que la classe politique polynésienne soit par nature très supérieure intellectuellement à la classe politique corse. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Aujourd'hui, ils arrivent à faire ça. Et c'est quand même peut-être quelque chose à réfléchir. Donc l'essence de la revendication autonomiste, ce serait bien ce pouvoir législatif territorial, avec des applications qui sont forcément diverses. Sont forcément diverses parce que on ne peut pas tolérer des atteintes trop grandes à l'unité lorsqu'on est dans des territoires frontaliers. Je veux dire, ça créerait des distorsions probablement jugées inacceptables. Imaginez que, je ne sais pas moi, la Toscane a un impôt sur le revenu 2 fois inférieur à l'Émilie-Romagne voisine, ce serait jugé inacceptable. Ce n'est pas possible. Dans les régions italiennes, espagnoles, donc Sardaigne ou Baléares, on est surtout dans une logique d'adaptation du droit national. Ce qui peut être très utile, bien sûr. On est surtout dans une logique d'adaptation. Dans les Outre-mer français, pour lesquels il nous faut 24 heures d'avion pour arriver, on est plus dans une logique d'exception, comme je vous l'ai expliqué. Une logique d'exception, mais c'est plus facilement tolérable, considérant la distance géographique. Et aussi la non-appartenance au territoire de l'Union européenne, la non-soumission aux principes de l'Union, sur lesquels je reviendrai. Une chose aussi sur la nature de l'autonomie, pour un nationaliste corse, elle est forcément un droit. Le droit d'une communauté politique distincte à se gouverner elle-même. C'est logique. L'autonomie, dans énormément de pays, dans la majorité des cas, ce n'est pas ça. C'est un système de gestion publique, un mode de gouvernance différent. Et si on regarde les résultats économiques de l'Allemagne, de l'Autriche, des États-Unis ou du Canada, on se dit que ce système n'est pas si mauvais. C'est un système différent qui, dans les pays riches, donne plutôt de bons résultats. Dans les pays pauvres, c'est plus discutable, bien sûr. Ça n'est pas non plus une garantie absolue, loin de là. Les résultats peuvent être très différents. On ne va pas dire forcément parce qu'on est autonome, ça marche mieux. Ce n'est pas vrai. Je veux dire, regardez l'Italie voisine, l'autonomie des régions du Nord, notamment du Sud-Tyrol, c'est une très grande réussite. C'est une très grande réussite. Celle du Sud, celle de la Sicile ou de la Calabre, c'est un échec. C'est une classe politique qui n'a pas réussi à se montrer à la hauteur des compétences qu'on lui a données, même si en Italie,
les gouvernements centraux ont mis beaucoup de bâtons dans les roues aux autonomies historiquement. Il faut savoir qu'en Italie, on décide en 1948 de créer des régions autonomes. Les régions dites ordinaires, comme la Toscane, ont eu leur constitution en région autonome qu'en 1970. En fait, on craignait que ce soit un contre-pouvoir. Et donc, on a dit, on va attendre un petit peu. Surtout qu'il y a toujours les communistes, l'URSS, tout ça. Donc, on attend un petit peu. Et une petite appréciation sur la proposition Darmanin validée hier par l'Assemblée de Corse. Est-ce qu'elle se fonde sur un pouvoir législatif régional? Ben oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que l'idée est celle que la collectivité de Corse peut être habilitée à fixer les normes dans certains domaines. Peut être habilitée, ça suppose qu'il existe une autorité habilitatrice. Et cette autorité habilitatrice, ça va être le Parlement ou le gouvernement. Ça veut dire qu'on pourra exercer ce pouvoir qu'après approbation préalable, qu'après autorisation préalable, qu'après cadrage préalable. Et ça pourrait se révéler un très lourd frein. Un très lourd frein, a fortiori si on considère l'expérience des départements et régions d'outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, qui ont été françaises avant la Corse, faut-il le rappeler, la Réunion, la Guyane, Mayotte, une situation un petit peu particulière encore, qui dispose de ce pouvoir effectivement depuis 2007 et où il n'a donné quasiment rien. On pourra y revenir si vous voulez. Sur les 9 collectivités, départements et régions d'outre-mer, qui pouvaient utiliser ce pouvoir, il n'y en a que 2 qui en ont bénéficié. Région Martinique et région Guadeloupe. Et on n'a pas fait des choses qu'on peut qualifier de transcendantes. Je ne crois pas. Alors, excusez-moi. L'autonomie, qu'est-ce que c'est? J'espère avoir répondu au moins en partie. Disons maintenant, l'autonomie, qu'est-ce que ce n'est pas? Faut-il le rappeler? Je crois que oui, parce que l'amalgame est toujours fait, ça n'est pas l'indépendance. Même si on vit dans un monde où l'indépendance apparaît de plus en plus comme quelque chose de toujours relatif, l'autonomie implique toujours un niveau beaucoup plus important d'interdépendance. L'autonomie dans la République, bon, je pense que c'est à peu près la même chose que dire le soleil dans le système solaire. Je crois que c'est une expression qui, je trouve, vide de sens, qui peut rassurer les gens frileux, mais que je trouve totalement vide de sens. L'autonomie, forcément, est dans le cadre d'un État, sinon c'est l'indépendance. Deuxièmement, l'autonomie n'implique pas des pouvoirs illimités. Forcément, elle ne concerne que certains domaines. Elle ne concerne pas la défense, par exemple. Elle ne concerne pas la défense, ça ne concerne pas la nationalité et la citoyenneté. Forcément. Et ça implique aussi toujours la soumission à des normes juridiques supérieures, et notamment la Constitution, avec les principes qui la fondent, l'égalité. En fait, le principe d'autonomie ne remplace pas le principe d'unité. Il se conjugue au principe d'unité. Il y a toujours des principes d'unité. Si demain la Corse autonome décide l'impôt sur le revenu divisé par 2 en Corse, c'est clair et net, on dira qu'il y a une rupture d'égalité intolérable au vu de la situation de la Corse. Je crois même, parce que j'y pense beaucoup, ce sera une des potentialités les plus évidentes à exploiter avec ce nouveau système, la fiscalité des successions. Vous savez que c'est une question fort polémique, avec un retour au droit commun qui nous est promis, normalement. La fiscalité des successions, je suis à peu près certain qu'une exonération totale, qui est certainement souhaitée par beaucoup de Corses, une exonération totale serait censurée par le Conseil constitutionnel, j'en suis à peu près certain. Sur le fond, je n'y serais pas favorable en ce qui me concerne, mais juridiquement, je suis à peu près certain que ce serait censuré. En revanche, vous pouvez trouver des dispositifs qui, en Corse, pourraient avoir un intérêt assez évident. Par exemple, nos amis polynésiens, en ce qui concerne les plus-values sur les cessions immobilières de court terme, les plus-values sur les cessions immobilières moins de 5 ans après l'achat, je revends après 5 ans, on fait monter la taxe de 20 à 50% pour éviter les attitudes spéculatives, disons. Et bien, ça a été validé, ça. Ça a été validé, ça, ce genre de dispositif qui pourrait être, je crois, intéressant. En revanche, augmenter de 1000% les droits d'enregistrement de publicité foncière pour les non-résidents, ça a été jugé non proportionné.
non proportionné à un objectif d'intérêt public et donc censuré. Donc vous voyez que le principe d'unité ne disparaît pas. Il faut juste que les exceptions soient proportionnées à des objectifs d'intérêt public et soient correctement justifiées. Dans le cadre constitutionnel actuel, c'est très difficile. C'est très difficile. Il y a quelques années, on avait demandé, enfin les élus corses, excusez-moi, avaient demandé la prorogation du régime ancien des arrêtés Mignot pendant 5 années supplémentaires. Avec notre collègue Louis Orsi notamment, avait monté un dossier avec des fonctionnaires du ministère des Finances montrant, je pense clairement, honnêtement, que la situation foncière de la Corse était très particulière et pouvait nécessiter des exceptions temporaires. Le Conseil constitutionnel a été absolument impitoyable. Donc le nouveau cadre constitutionnel à ce niveau-là pourrait être utile, du moins espérons-le. Donc en somme, si on considère la proximité de la Corse et du continent, il est probable, et surtout dans un premier temps, que, comme en Sardaigne, comme aux Baléares, il s'agirait surtout d'une logique d'adaptation du droit national et non pas de substitution du droit national. De plus, je vous tourne le dos, je suis pas gentil quand même. Il n'y a pas que les principes unitaires français. Vous avez aussi les principes de l'Union européenne. L'Union européenne, vous le savez probablement, elle est construite sur la libre concurrence et la libre circulation des personnes, des marchandises, des investissements et des capitaux. Et cette libre circulation, elle suppose quoi? Elle suppose l'égalité en droit des acteurs, des citoyens ou des entreprises. Et à partir de là, établir des discriminations au profit des résidents, que ce soit en matière de travail ou de logement, c'est, allez, disons-le, quasiment impossible. La Cour de justice ne l'écarte pas totalement, mais c'est quasiment impossible, il faut bien le savoir. Et réviser les traités européens pour inclure une exception pour la Corse, ça suppose l'accord des 27 États de l'Union européenne. Autant vous dire qu'à côté, réviser la Constitution, c'est assez facile. Ça n'est pas totalement. Où en étais-je? Troisièmement, de la même façon, l'autonomie ne peut signifier la coupure totale des financements étatiques. C'est une idée qui est ridicule. Je veux dire, ça n'advient nulle part ailleurs, et a fortiori dans un territoire où l'État continue d'exercer des fonctions capitales. Je veux dire, à partir du moment où l'État reste compétent en matière de police, d'ordre public, de justice et de plein d'autres choses, il est évident que l'État continuera à financer lui-même ces services publics-là. Je veux dire, il en fait ainsi, même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, où pourtant 100% du produit des grands impôts est territorialisé. 100% du produit de la TVA, de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés, vont dans les caisses polynésiennes et néo-calédoniennes. Et pourtant, l'État continue à payer la police et la justice en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie. C'est normal. C'est normal. Ce qui est... Pardon. Ce qui est un peu plus difficile à concevoir, c'est que l'État continue aussi à financer des compétences territorialisées. C'est le cas. Est-ce que c'est mal? Je ne crois pas. Il y a, par exemple, en 2022, l'État a subventionné, on dira, la Polynésie à hauteur de presque 1 milliard d'euros, 840 millions d'euros, dont les 2 tiers sont allés à l'éducation. L'éducation, c'est une compétence territoriale. Pourtant, l'État l'a financée. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Mais bon, on n'est pas obligé de le croire. En revanche, ça ne signifie pas que des surcoûts, que tous les surcoûts qui procéderaient de la législation autonome doivent être couverts par l'État. Là, non. Là, je pense qu'on rentrerait plutôt dans quelque chose d'assez indécent. Imaginons l'Assemblée de Corse, demain, l'Assemblée de Corse autonome décide de réduire les impôts des Corses pour 200 millions d'euros pour libérer les entreprises, par exemple, selon un principe très, très populaire aujourd'hui, décide de diminuer les impositions de 200 millions d'euros, ce ne serait pas à l'État de combler le déficit. Ça, je ne crois pas que ce serait possible. Et notez d'ailleurs qu'il y a des États dans le monde qui sont beaucoup plus rigoureux encore sur ce principe. Par exemple, le Danemark. Sachez que Danemark, vous avez les Féroé et le Groenland, qui sont des territoires très autonomes, qui en fait
où en fait l'État n'a conservé que 5 ou 6 compétences et les territoires autonomes peuvent choisir d'exercer toutes les autres. Sauf que la condition, c'est financer. Et là, forcément, ça change les choses. Par exemple, les Féroé ont mis 30 ans avant d'assumer l'éducation. Pourquoi ils n'avaient pas les moyens? Ils les ont trouvés. Encore aujourd'hui, des services très coûteux, comme les hôpitaux, ne sont pas totalement assumés par les institutions autonomes. Donc ce sont des territoires auxquels on reconnaît le droit à l'autodétermination, qui aspirent globalement à l'indépendance, c'est vrai, mais qui, d'abord, doivent être autosuffisants financièrement. Et quatrièmement, l'autonomie ne signifie pas la disparition concrète de l'État. Absolument pas. On a déjà dit que l'État conservait certains services publics, certaines compétences. On voit même dans les territoires les plus autonomes d'Europe, comme les Féroé ou les îles Åland en Finlande, que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les seuls territoires autonomes où vraiment l'État est insensible, ce seraient peut-être les territoires britanniques, que ce soit pour des raisons historiques, comme les îles anglo-normandes, Jersey, Guernsey. Jersey, Guernsey, aucune loi britannique ne s'applique. Aucune. Jersey, Guernsey ou des territoires, de l'ex-empire colonial, comme les Bermudes, où là, vraiment, la présence de l'État britannique, si ce n'est le théorique gouverneur qui ne gouverne rien, est insignifiante, est insensible. Rien qui ressemble à la Corse, en tout cas. Et enfin, dernière partie de mon exposé, l'autonomie comment? L'autonomie comment? Avec des questions qui sont aujourd'hui loin d'être réglées. Alors ça, je pense que tout le monde a compris. À partir du moment où vous créez une exception à la répartition constitutionnelle des compétences, aujourd'hui, d'après la Constitution, la loi, c'est le Parlement, le pouvoir réglementaire d'exécution des lois, c'est le Premier ministre. À partir du moment où vous créez une exception à cette répartition, il faut qu'elle soit inscrite dans la Constitution elle-même. C'est logique, il faut le comprendre. Donc réviser la Constitution était bien impératif. Et pour réviser la Constitution, il y a un écueil de taille, assez colossal même. Il y a un écueil de taille, c'est que dans une première phase, les deux chambres du Parlement doivent se prononcer exactement dans les mêmes termes, à la virgule près. Concrètement, ça veut dire que la majorité sénatoriale, que l'on sait plutôt inamicale vis-à-vis d'Emmanuel Macron, a un pouvoir de veto. Elle a finalement validé la révision relative à l'IVG. D'ailleurs, elle a probablement négocié quelque chose à ce sujet-là. Elle va négocier ce qui concerne les exceptions au droit du sol pour Mayotte, en voulant l'étendre notamment à la Guyane. Et il est, je pense, certain que rien n'est acquis en ce qui concerne le cas de la Corse. Une consultation des Corses, a priori, aurait peut-être pu faciliter les choses. Imaginons, on consulte les Corses sur l'accord qui est trouvé. Un oui assez net apparaît. Bon, peut-être les sénateurs auraient eu plus de mal à voter contre. Peut-être. Mais ça a été écarté. C'est une procédure qui a été écartée, alors que c'est la procédure plutôt normale. Je veux dire, en général, les consultations, elles viennent avant qu'on se mette au travail de construction du statut. C'est un travail qui est lourd. Je veux dire, faire voter les gens à la fin pour qu'ils disent non, c'est pas forcément la démarche la plus évidente. Bon, c'est la démarche qui a été choisie quand même. La consultation viendrait après. Si elle vient, c'est pas certain non plus. C'est pas ce qui est prévu. Elle peut venir. Donc là, on ne sait rien encore. Le Sénat gardera toute sa liberté. Et pourrais-je rajouter, cette consultation des Corses, quoi qu'il en soit, elle comporte beaucoup de risques. Vous savez, déjà la France est un pays, la France et la Corse avec, est un pays très peu ami de la consultation populaire, tout simplement parce que les élus n'aiment pas se sentir dépossédés, même si c'est à profit du peuple qu'ils sont censés représenter. Les élus n'aiment pas se sentir dépossédés. La France n'est pas amie de la consultation populaire, pas du tout même. Et on sait que dans un référendum, le non a toujours un avantage structurel. Je veux dire, le non peut rassembler des personnes extrêmement différentes qui votent non pour des raisons extrêmement différentes. Et c'est très dur d'aller contre ça.
Le camp du oui a besoin d'être beaucoup mieux organisé, beaucoup plus convaincant. Et il n'est pas certain que sur un compromis qui finalement satisfait assez peu, qui laisse beaucoup de doutes, cette campagne du oui réussisse à être franchement convaincante. Bon, on n'en est pas là, je fais juste de la prospective. Et dernière question, avant de vous laisser la parole, je pense déjà beaucoup parlé. Dernière question, que ferons-nous après de cette possible autonomie? Écoutez, je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas le savoir. Je veux dire, moi, ce que je peux seulement dire, c'est qu'on espère normalement qu'une autonomie serve à adapter aussi bien que possible les règles aux ressources, aux contraintes locales, et à partir de là, puisse être réellement avantageuse pour la gestion publique, réellement avantageuse pour tous les Corses, pour la gestion publique, et parce qu'elle implique un niveau très supérieur de responsabilité pour ces élus, bien évidemment sous le contrôle des juridictions existantes. Il n'y a pas de raison que demain, la justice ou la police travaillent moins bien en Corse. On peut même espérer qu'elles travaillent mieux, bien sûr. Mais tout ce qu'on peut espérer, c'est justement, tous, que ça permette une gestion publique meilleure. Je pense que la Corse en a bien besoin. Voilà. Merci beaucoup. J'ai mis mon verre. Alors, qui voudrait s'exprimer? Je m'assois. Une toute petite question, s'il vous plaît. Sur le droit d'adaptation, oui, tel que je le comprends du texte qui vient d'être voté hier en délibération, il pourrait être automatique. Alors. Et là, il me semble que vous venez de dire qu'au contraire, il faudrait encore avoir l'aval, ce qui précédemment était ce sur quoi nous butions. Alors, qu'en est-il? Il y a deux aspects. Il y a le texte, il y a ce que dit le ministre. Le ministre dit, non, ce sera une habilitation générale. Sauf que l'habilitation générale, ça ne s'appelle pas une habilitation, ça s'appelle une délégation ou un transfert. Je veux dire, en droit, on différencie quand même assez facilement une habilitation d'une délégation. Délégation, c'est par exemple l'adjoint au maire, qui a la délégation en urbanisme, veut dire c'est une mission permanente. C'est une mission permanente qu'il exerce sous la surveillance du maire, certes, qui peut lui retirer sa délégation, mais c'est une mission permanente. Et un transfert, là, non. Là, vous avez une compétence de plein droit. Moi, je pense que le ministre a préféré, en accord avec les élus, laisser ouvert beaucoup de possibles, tout en cherchant à, rassurer les plus rétifs du côté du Sénat. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y parvienne. Et moi, je ne crois pas, comme c'est avancé, que la loi organique puisse, outrepasser ce cadre constitutionnel. Pour moi, une habilitation, c'est une habilitation. Et je ne crois pas du tout qu'on puisse dire, voilà, la Corse est habilitée en permanence à intervenir en matière fiscale. Je ne crois pas qu'on voit ça. Pas du tout. En tout cas, ça n'est pas du tout ce qu'on voit depuis 2007 dans les départements et régions d'outre-mer. Il y a un cadrage préalable, qui a permis à la Martinique d'adopter une autorité unique des transports, qui lui a permis de faire un établissement public nouveau pour la formation professionnelle, mais de prendre des mesures qu'on ne peut pas dire ont véritablement changé la vie des Martiniquais. Oui. Concrètement, ça peut ouvrir des portes qui régleront des problèmes sur les transports, les choses comme ça, justement, sur les marchés, sur la façon d'attribuer les... Alors, les marchés publics, je ne crois pas trop qu'on nous le délègue facilement, a fortiori dans le cadre européen qui est quand même assez contraint. En revanche, je disais tout à l'heure, sur des sujets comme la fiscalité successorale, comme le droit d'environnement, comme peut-être, je doute, mais bon, peut-être l'enseignement immersif en langue corse, là on pourrait avoir des ouvertures intéressantes. Il y a donc, attention, qu'on soit bien d'accord, veut dire, la théorie, ce que je fais là, c'est pratique, c'est facile. La pratique politique, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, il y a des contraintes qui sont énormes. Je veux dire, moi, je ne critique pas les élus pour avoir soutenu un texte qui me paraît assez limitatif.
s'ils l'ont soutenu, je pense qu'ils ont des raisons suffisantes pour le faire. Hein. Il y a des choses qui sont possibles à travers ce texte-là, j'en suis certain. Mais je ne crois pas qu'il y aura une habilitation générale dans certaines matières comme le prétend le ministre. Je veux dire, moi, je me fie plus à ce que je lis qu'à ce que j'entends. Du coup, si jamais il y a une norme qui doit être créée, ça prendrait combien de temps? Un processus législatif, c'est long. C'est long et avec un Parlement qui est déjà surchargé, je veux dire, si le dispositif d'habilitation pour les départements et régions d'outre-mer échoue, c'est d'un côté parce que le surcoût est à la charge de la collectivité, que ces collectivités sont plutôt en difficulté financière, c'est vrai, mais c'est aussi et surtout parce que la procédure est très lourde et que l'État, les institutions nationales répondent difficilement. Il y a une demande d'habilitation qui était, je trouve, très pertinente, qui aurait pu être très intéressante, c'est la Guyane. La Guyane, elle demande une fois. Elle demande, laissez-nous adapter. Vous voyez, la Guyane, c'est peu ce que c'est, hein, l'Amérique du Sud, côté du Brésil. La Guyane demande à adapter le code minier et le code forestier. Ah, la réponse, on ne l'a jamais vue. J'imagine que le gouvernement a répondu aux Guyanais de façon secrète. La réponse n'a jamais été rendue publique. Ils n'ont jamais eu l'habilitation. Jamais. Ce qui veut dire que toutes ces demandes-là peuvent intervenir, on prend plus que 5 ans, donc vont être entre deux assemblées élues, potentiellement. Ah, il y a aussi la longueur. Je veux dire, une habilitation, bon, à mon sens, c'est forcément temporaire. À mon sens, hein. À mon sens, c'est forcément temporaire. Les habilitations qui sont données aux départements et régions d'outre-mer sont temporaires. D'ailleurs, il y a eu des demandes de prorogation. Ça va être 2 ans, 3 ans, voilà. Pendant 2 ou 3 ans, vous allez pouvoir faire ça, si vous y arrivez. Quoi, c'est mieux, hein. Dans tout ce que tu viens de dire, admettons que les sénateurs votent Valide. dans les mêmes termes, ce qui paraît quand même peu probable, parce que contrairement à ce qui s'est passé pour l'IVG, on n'aura pas le même potentiel de lobbying, à mon sens. Mhm. C'est un point. Imaginons qu'ils le fassent. Ce que tu dis, ça laisse quand même plutôt l'impression qu'on échange des compétences plus limitées, mais qui juridiquement sont sécurisées, contre des compétences élargies, mais où on peut quand même faire face pratiquement en permanence à la mauvaise volonté de ceux qui seront opposés par principe à tout et qui vont, dès qu'on va essayer de faire quelque chose, soit faire traîner, soit s'adresser au Conseil constitutionnel pour dire attention, ça marche pas. Non, je veux dire, les compétences qui existent déjà, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour les prolonger. Je crois, en revanche, c'est sûr qu'une sous-utilisation des nouvelles compétences, que la faute soit d'un côté ou de l'autre, je veux dire, créerait de nouveau des déceptions et frustrations qui seraient problématiques du point de vue, on dira, de la civilité démocratique. Hein. On va dire comme ça. Ce qui est un petit peu étrange, je trouve, revient à une autre expérience de discussion, le fameux processus Matignon en 99-2000, quand pour la première fois le gouvernement de la République décide de construire les bases du projet de loi en association avec toutes les forces politiques représentatives en Corse. Dans le projet de loi, on a un pouvoir de plein droit d'adapter les règlements à la situation de la Corse. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, le Conseil d'État qui dit « Ouh là là, article 21 !» Le pouvoir réglementaire d'exécution des lois, c'est le Premier ministre. Si vous faites ça, ça va être inconstitutionnel. Et là, c'est retiré. Ça peut être très utile, pouvoir adapter les règlements d'exécution des lois à la situation de la Corse. Même ça, ça n'y est pas. Même ça n'y est pas, ce qui m'étonne beaucoup. Oui. André, tu as dit tout à l'heure, le processus, s'il va jusqu'au bout, donc on va voter la loi, l'Assemblée de Corse votera la loi. On n'y est pas encore. Essayons d'imaginer. Mais il faut que ce soit validé par le Parlement. Le Parlement qui dit après Assemblée nationale, Sénat. Non. C'est cadrage a priori. Habilitation, c'est a priori. Ensuite, contrôle a posteriori du Conseil constitutionnel. Voilà. Contrôle a posteriori du Conseil constitutionnel, c'est ce qui existe aujourd'hui pour la Nouvelle-Calédonie. Et un Conseil constitutionnel qui n'est pas si restrictif que ça, pas du tout. Je veux dire, on pourrait le croire, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, autant sur la métropole, ils sont plutôt très pro-État, très pro-État, très pro-centralisme, autant pour la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, c'est plutôt équilibré.
c'est plutôt équilibré. Sachez que donc les Néo-Calédoniens peuvent, enfin, c'est pas peuvent, doivent protéger l'emploi local. C'est le Conseil constitutionnel lui-même qui a dit « Votre texte sur la fonction publique territoriale de Nouvelle-Calédonie ne protège pas l'emploi local alors que c'est une exigence de l'accord de Nouméa. » Donc vous voyez que, bon, il y a quand même des situations qui peuvent être assez étonnantes de notre point de vue, finalement, de métropolitain. Oui. Comme nous sommes dans l'Europe, Oui. est-ce que l'Europe peut s'initier et interdire à la France de donner une autonomie à la Corse dans la mesure où ça pourrait ensuite partir à droite et à gauche dans d'autres pays? Puisque l'Europe a quand même s'initie beaucoup dans tous ces pays. Alors, elle s'immisce beaucoup dans certains domaines et pas dans d'autres. Dans l'organisation territoriale, si vous regardez comment est organisée la France ou organisée l'Allemagne à côté, vous voyez bien que ce n'est pas du tout les mêmes modèles. L'Europe, d'ailleurs, dans le traité de Lisbonne en 2007, on a signé une déclaration, un protocole, je ne me rappelle plus si c'était une déclaration ou un protocole d'ailleurs, Anne-Laure. Hein? Bon, c'est pas grave. On a signé une déclaration annexe comme quoi l'Union européenne ne pouvait pas intervenir dans les questions d'organisation étatique, y compris au niveau local. Donc il y a eu, par exemple, la politique régionale européenne, il y a beaucoup d'aides, a poussé certains États comme la Grèce à régionaliser un petit peu leur organisation. Mais ça ne les a pas poussés à décentraliser, pas du tout. Hein. Et quant à l'effet que pourrait avoir l'accord sur d'autres pays, déjà il y a beaucoup d'autres pays qui sont beaucoup plus décentralisés que la France et qui donnent beaucoup plus d'autonomie que la France n'en donnerait à la Corse d'après ce texte-là. Mais ensuite, il y a beaucoup de mythes qui sont disséminés autour d'une espèce d'effet domino. Alors évidemment, lorsqu'il y a une opportunité politique, on cherche à la saisir. Mais on pense surtout à la dislocation de l'URSS ou de la Yougoslavie. Là, c'est vrai qu'il y a un effet domino. Mais si vous regardez ce qui s'est passé en Espagne ou en Italie, je veux dire, il n'y en a pas du tout. Je veux dire, on n'a pas vu se développer un nationalisme toscan ou un nationalisme calabrais. Pas du tout. Il y avait un nationalisme en Sardaigne, au Val d'Aoste, au sud Tyrol. Catalan, il existait déjà avant. Le nationalisme catalan, il naît à la fin du XIXe siècle. On n'a pas vu se développer un nationalisme castillan, alors que la Castille, c'est pourtant un des États historiques, un des royaumes historiques de l'Espagne. On n'a pas vu se développer un nationalisme castillan ou extrémadurien. Hein? Je veux dire, les nationalismes qui étaient en Espagne en 78, quand ils adoptent la Constitution démocratique, ils sont toujours là aujourd'hui, c'est les mêmes. Au contraire, les nationalismes, on dira les petits nationalismes, comme aux Asturies ou en Andalousie, ils ont coulé. Ils n'ont pas été capables de survivre. Ils ont coulé complètement. Il y a des sentiments régionalistes en aux Asturies, bien sûr, mais le Partido Asturianista, c'est plus grand-chose, quoi, par contre. Oui? Mais c'est assez décevant de penser que la Corse n'aura pas d'impact à l'échelle européenne, voire mondiale. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'échelle française, quand même, on a parlé de boîte de Pandore qui aurait été ouverte, il y a toutes les régions apparemment qui veulent s'engouffrer dans ce processus. Mais est-ce qu'on peut imaginer une généralisation, une mobilisation de l'Alsace, de la Lorraine, de la Bretagne, de l'Occitanie Mais les régions françaises demandent plus de liberté depuis longtemps. Ils n'ont pas attendu la Corse. Ça fait longtemps. Okay. Je veux dire, d'ailleurs, le texte du président de la Bretagne, je le trouve intelligent. Hein. Je le trouve intelligent. Ce qu'on dit beaucoup, des collègues meilleurs que moi, font le constat qu'en France, on tend à donner plus de compétences aux collectivités tout en resserrant les rênes au niveau politique. C'est-à-dire que par les contractualisations, les labellisations, les appels d'offres, les appels à projets, et bien sûr une législation et une réglementation qui sont foisonnantes, et bien finalement, les collectivités sont plus enserrées encore qu'avant, y compris dans les matières décentralisées. Hein? Je veux dire, donc, est-ce que ce serait un mal qu'il y ait plus de décentralisation en France? Je ne crois pas. Hein? Je ne crois pas. Après, il faut quand même répéter que la Corse, avec son insularité et ses équilibres politiques, est tout à fait unique dans la République. Je ne crois pas qu'un autre territoire puisse prétendre à la même autonomie que la Corse, facilement, même si, bon, je ne serais pas défavorable théoriquement à un fédéralisme. Hein, oui? Pardon, hein, Aurélia. Je finis ici parce qu'après j'oublie, moi. Tu me fais une réflexion, mais je sais pas oui. si tu la partageras. Globalement, on peut dire qu'il y a deux récits qui ne vont pas dans le même sens. Il y a le récit étatique qui est ce qu'il est, avec ce mot État, dont juridiquement on cherche encore le sens.
je vais un peu loin peut-être. L'État, c'est pas un terme qui est très joli. La puissance publique, c'est un terme juridique, l'État, c'est pas un terme juridique. Et je lisais, bon, tu le sais, je lis Jacques Caillos en ce moment, et dans son livre L'État administratif, il écrit, il a raison, que quelque part en expérience de décentralisation, l'État se reproduit. Ici, le rapport de Richard, que tu connais bien, tu vois. Est-ce que, quelque part, c'est une question que je me pose, tout à fait naïve, est-ce que quelque part, la Corse, à force de se comparer avec les Baléares, la Sardaigne, a peut-être trop insisté sur on veut être à part, on veut être différent, peut-être qu'en fait, on leur a peut-être pas assez montré que, en fait, on va se reproduire. Parce que, on va se reproduire, c'est une image, et Caillos l'écrit mieux que... C'est sexuel ou... C'est sexuel Non, mais c'est l'administrativiste qui parle, mais le droit administratif ne va pas être chamboulé en cas d'autonomie, du moins je ne le crois pas. Dans un domaine, je l'espère. Donc, est-ce que peut-être, dans la stratégie, je veux dire, est-ce qu'il aurait peut-être pas fallu leur montrer qu'in fine, on n'allait pas faire quelque chose, une expérience tout à fait différente de cet État unitaire? Alors là, tu poses une question intéressante, mais ça dépend. Il y a quand même des gens en France qui savent très bien que la République connaît excellemment les régimes d'autonomie, puisqu'elle les pratique depuis 50 ans. Elle les pratique depuis 50 ans, ça ne veut pas dire que l'État a disparu. Ça veut dire qu'il agit de façon différente. Et ce qu'on a fait en 1982 en France avec la décentralisation, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça reste un système fondé globalement sur une espèce de connivence entre le préfet et les élus locaux. Sauf qu'on a changé les rôles. On a changé les rôles. C'est plus les élus locaux qui discutent et le préfet qui décide. C'est les élus locaux qui décident, mais le préfet peut amener son grain de sel et bloquer certaines choses. Voilà. Et bloquer certaines choses. Alors bien sûr, l'État se réinvente, mais l'État est toujours là. Je veux dire, il n'y a pas de raison qu'il disparaisse. Lui-même, dans un régime d'autonomie, il n'a pas à disparaître. Ce qui est vrai, je crois aussi, c'est qu'il y a un fond jacobin dans le sens où le pouvoir central est naturellement supérieur à la société et aux pouvoirs locaux, qui demeure. Il y a une élite qui reste persuadée de sa supériorité intrinsèque sur les pouvoirs locaux et sur la société elle-même. Et là, ça c'est typiquement jacobin comme réflexe, et je ne crois pas qu'aujourd'hui ce soit justifié. En 82, il y a beaucoup d'énarques, beaucoup d'élites, de polytechniciens qui étaient persuadés que la décentralisation serait une voie de phare à la saucisse, c'est-à-dire qu'on allait avoir des milliers, des millions d'atteintes à la légalité, des choses insupportables. Ça n'a pas été le cas du tout. Ça n'a pas été le cas du tout. Je veux dire, le contrôle de l'égalité, alors, avec ses limites, ne s'exerce pas toujours très bien. Il manque beaucoup de personnel, c'est vrai. Mais je veux dire, le nombre d'actes locaux qui sont déférés au tribunal administratif, je veux dire, il est infinitésimal. Il est inférieur à 1% aujourd'hui, très inférieur à 1% même. Donc les élus locaux savent gérer, ils gèrent différemment. Ils n'ont peut-être pas fait l'ENA, c'est vrai, mais ils savent gérer. Oui. J'ai une question. Le cadrage a priori du Parlement. Oui. Concrètement, ça veut dire quoi? Le cadrage a priori, ça veut dire, par rapport à la demande de l'Assemblée de Corse, nous autorisons l'Assemblée de Corse à créer telle chose, à modifier la règle sur, je sais pas moi, sur l'assiette de la fiscalité successorale ou sur la taxe locale, je ne sais pas, veut dire. Voilà, tout simplement. Sans droit de veto. Hein? Sans droit de veto, je veux dire. Ah oui, c'est un droit de veto. Ah oui, on peut refuser. Vous êtes habilitateur, vous pouvez refuser. Le Parlement se refuse. Ah oui. Je veux dire, l'habilitation à la Guyane pour les mines et les forêts, qui me paraissait très intéressante, on n'a jamais su ce qui s'était passé. Je pense que le gouvernement lui-même a dit « Je crois que c'est arrivé au Sénat et que le gouvernement l'a bloqué. Il faudrait demander aux Guyanais, ce serait intéressant d'ailleurs. Hein, il y a quelques normes du code forestier pour la Guyane, du code minier qui ont été modifiées, mais par le Parlement lui-même. Mais je ne sais pas si ça correspondait aux demandes guyanaises. Je ne sais pas. Non, ce serait un dispositif, selon moi, très contraignant. Aurélia. Je voudrais savoir, je voudrais ton avis sur la question, parce que tu nous as bien fait la différence entre une autonomie et une indépendance. Pour toi, quelle serait la raison pour laquelle la France, elle bloque à nous donner cette autonomie? De quoi elle a peur, en fait, en nous laissant cette autonomie entre les mains? Alors que, comme tu l'as expliqué, il y a d'autres endroits qui ont eu accès à certaines formes d'autonomie, et ça ne pose pas de problème. Pourquoi, chez nous, ça bloque tout le temps, qu'il y a toujours une raison pour dire que non, malgré les gouvernements successifs, qui se passent la patate chaude, pourquoi on se fait bloquer
tout le temps? Pourquoi les discussions sont toujours restreintes? À ton sens, c'est quoi la raison? Moi, je ne considère pas que les principes unitaires soient des choses folles, hors de propos. Je veux dire, on peut être sincèrement fidèle à ces principes unitaires, même si je pense qu'ils sont aujourd'hui plus partagés par l'élite que par le peuple français en général. Je veux dire, les deux sondages qui ont été faits au niveau français sur les propositions des nationalistes corses n'ont pas montré un refus global très net, pas du tout. Au contraire, on voit une opinion française qui est plutôt partagée. Je veux dire, ce qui était le plus refusé, je crois, ce qui était le plus rejeté, c'était l'amnistie des prisonniers nationalistes. Donc vous voyez que même sur des questions comme la co-officialité, qui en France, veut dire, autant on a donné un pouvoir législatif territorial incroyable à la Nouvelle-Calédonie, autant la co-officialité d'une langue régionale, ça n'a jamais été validé. Ça n'a jamais été validé, veut dire c'est quelque chose qui symboliquement est considéré comme intouchable. Quelque chose qui est symboliquement considéré comme intouchable. Donc ces principes unitaires, ils existent quand même. Il ne faut pas dire qu'ils n'existent pas, veut dire ils existent, il faut les respecter. On peut juste dire que on veut bien s'asseoir dessus. On veut bien s'asseoir dessus. Jusqu'en 1911, la Corse était bien sous régime douanier particulier, comme les colonies. Je veux dire, l'inscription de la Corse dans une dynamique d'assimilation qui n'a jamais été totale, la spécificité fiscale a toujours survécu, l'inscription de la Corse dans une dynamique d'assimilation, elle remonte à 1912. L'assimilation de la Corse à la métropole par ce biais-là, elle remonte aussi à 1912. Je veux dire, ce sont des constructions politiques. Une construction, normalement, ça peut se défaire. Ça peut être plus ou moins difficile. Et ensuite, vous avez l'enjeu électoral. En France, je pense quand même qu'il est plus facile de défendre la cause de l'égalité et de l'unité, surtout dans un pays qui, depuis 30 ans, connaît des crispations identitaires assez lourdes, si vous voyez ce que je veux dire. Plus facile de défendre l'unité et l'égalité que la différence. Je veux dire, ça, je crois que c'est vrai aussi. Oui. Cet été, il y avait des députés polynésien, ouais. Qui avait dit qu'il valait mieux pas d'autonomie qu'une petite autonomie entre guillemets. Parce que le problème d'une petite autonomie, c'est qu'elle fermerait la porte des négociations. Est-ce qu'on n'arrive pas finalement dans le cas où le processus arrivera à son terme, à une petite autonomie qui ferme justement ces négociations-là? Alors bon, un député polynésien indépendantiste au Durnade, peut-être que son discours est adapté à l'auditoire, peut-être, je veux dire, pas forcément, mais peut-être. Ce qui est certain, c'est qu'en Polynésie, ça a été très progressif. Ça a été très progressif, je veux dire, à partir de 1977, véritablement, il y a l'État qui se ressent sur ses compétences dites régaliennes à partir de 1977, et petit à petit, cette autonomie ne fait que croître jusqu'à pouvoir donc limiter le droit au travail des citoyens français qui débarquent là-bas. Cette autonomie, je veux dire, les Polynésiens ont par exemple adopté eux-mêmes la législation sur la vaccination obligatoire. Je veux dire, si on avait donné celle-là à la patate aux élus corse, je ne suis pas sûr qu'ils auraient été très heureux. Je veux dire, oui, ils ont des compétences énormes, y compris en matière de santé, donc, comme vous l'avez compris. Et je ne crois pas que la Polynésie soit plus mal gérée que des départements et régions d'outre-mer qui n'ont pas d'autonomie comme la Guadeloupe, au contraire. Je veux dire, je crois qu'il y a plus de difficultés de gestion publique en Guadeloupe qu'en Polynésie, qui est beaucoup plus autonome. Donc, ce sont des petites comparaisons qui n'ont pas de grande valeur véritablement. Donc, en Polynésie, ça a toujours été progressif, et encore, ça l'est aussi. Ça l'est aussi, je veux dire, si l'exemple, c'est, comme ça l'a été pendant longtemps, c'est l'Algérie, non. Je veux dire, la révolution algérienne n'aura pas lieu en Corse. Je veux dire, c'est tous les 10 ans qu'il y a des réformes qui peut-être accaparent trop d'énergie, peut-être. Mais je veux dire, les réformes institutionnelles, en général, c'est des processus progressifs. C'est rare qu'il y ait de vraies ruptures, très rare. Très rare, je ne crois pas que la Corse soit particulièrement engagée pour une rupture totale. Alors, on peut être déçu, évidemment, par la proposition qui est faite, ce qui a été voté hier. Mais est-ce qu'une grande rupture ne serait pas trop déstabilisante pour la société et pour les élus, qui, pour le moment, quand même, ont ce loisir de s'appuyer sur un État omniprésent, quoi qu'il le conteste? Je veux dire, je ne suis pas sûr que ce soit optimal. Pas sûr. Est-ce que le texte il reste figé si... Non. Ça peut évoluer Non. Le texte peut évoluer. Le texte peut évoluer, veut dire ça a été dit et répété. Il a été voté, malgré qu'il a été voté. Il a été voté par l'Assemblée de Corse, qui, que je sache, n'a pas compétence en matière constitutionnelle. Oui, mais au niveau des deux assemblées
les deux assemblées pourront plus facilement le raboter, je crois, que l'étendre. Après, il faut savoir dans quel domaine. Dans quel domaine, et je veux dire, là, il y aura des avis divergents. Je veux dire, certains seront plus attachés au symbolique, comme la communauté historique, linguistique et culturelle. Certains seront plus attachés au pouvoir d'intervenir en matière normative. Hein, je veux dire, moi, si on rajoutait ce pouvoir d'adapter les règlements nationaux en Corse, je pense que ça pourrait être utile, très utile même, peut-être plus utile que la reconnaissance communautaire. Mais bon, je veux dire, ça dépend des appréciations. Je veux dire, ce texte sera très certainement changé. Très certainement. Bonjour, je m'excuse pour mon français, j'espère que vous entendez. Tu as mentionné les sondages qui disent que donc, il y a une élite qui c'est à faveur de l'unité nationale française et un peuple qui c'est plutôt plus partagé. Plus partagé. Tu sais qu'il y a aussi des dates, des données. Des données, pardon. Par exemple, sur l'âge, donc si les plus jeunes sont plus favorables, moins favorables, et surtout donc, sur le positionnement politique, non? Donc il y a une différenciation aussi en termes de gauche-droite et surtout en termes de partis que ceux qui sont favorables à l'autonomie votent. Donc, quelle est la différenciation? Bon, élite, peuple, c'est très important, mais quelles sont les autres fractures, non, en termes de support populaire de l'autonomie ou de l'indépendance aussi? Or, malheureusement, en Corse, on n'a pas de sondage. Bon, c'est vrai que ça coûte cher. Au niveau national, donc, un des sondages, c'est ELAB. Le second, je ne me rappelle plus qui c'est, je crois que c'est l'IFOP. Ils n'ont pas donné. Mais ce sont des petits échantillons. Vous voyez, le scientifique, les questions scientifiques, ça change de suite de propos. Ouais, c'est bien aussi. C'est des petits échantillons. Donc, il n'est pas certain qu'une stratification par âge ou par classe sociale ou par tendance partisane soit très pertinente sur un échantillon de 500. Hein. Enfin, 500, 800 maximum. Hein. Vous pouvez manger aussi. Ça, je veux vous dire. Hein? Qu'est-ce qu'il en sera des concours nationaux comme le CAPES, l'agrégation? Il y a déjà des concours départementaux. Moi, je pense que le CAPES pourrait, dans certains cas, être régionalisé. Dans certains cas, veut dire, où il y a véritablement une forte demande locale. Je veux dire, moi, je ne peux pas dire. Ce qu'on a fait, c'est intéressant que tu poses la question. Ce qu'on a fait en Nouvelle-Calédonie, on a créé 2 concours pour la fonction publique. On a créé un concours pour ceux qui ont la citoyenneté néo-calédonienne et ceux qui ont une certaine ancienneté de résidence, et un concours pour les autres. Mais le concours réservé a beaucoup plus de postes. On peut faire 2 concours aussi. Je veux dire, ça, je ne peux pas le dire. Moi, je ne crois pas que de suite, on puisse disloquer l'éducation nationale. Je ne le crois pas. Est-ce que ça ne serait pas un peu discriminatoire? C'est-à-dire? Le fait de faire 2 concours comme ça dans la région Corse. Il y a déjà 2 concours pour les professeurs des écoles. Certes, oui, c'est vrai. Il y en a déjà 2. Et d'ailleurs, il y en a un qui est plutôt plus facile d'accès que l'autre. Hein? Certes. Voilà. Certes, moi, je ne préconise pas, je ne donne pas d'avis personnel sur cette opportunité, mais ça existe. Ça existe dans la République française. Ouais. Jean-Hugues. S'il fallait donner un adjectif, finalement, c'est plutôt quoi? Canada Dry, platonique. Est-ce que tu veux rajouter à ce vocabulaire? Écoute, non, je veux dire, il y a une ouverture qui est faite. Je veux dire, c'est difficile de cracher dessus, je crois. Je veux dire, on a toujours été depuis 40 ans dans une démarche progressive d'acquisition de compétences. Une ouverture est faite. Alors, elle peut sembler décevante à beaucoup. Je veux dire, moi, je suis un peu déçu aussi, c'est vrai. Je veux dire, j'attendais autre chose, mais les contraintes politiques sont ce qu'elles sont. Je veux dire, et ça, il ne faut pas les minimiser non plus. Je veux dire, je crois que ça peut ouvrir une nouvelle étape. Est-ce que c'est véritablement, je pense que depuis 82,
on est sur la même trajectoire institutionnelle, un régionalisme différencié certes, mais dans le cadre constitutionnel commun. Je veux dire, là, on sortirait du cadre constitutionnel commun. Est-ce que c'est vraiment un changement de trajectoire? On ne pourra pas le dire aujourd'hui. On ne pourra pas le dire aujourd'hui. Ce que je crois certain, c'est que ça ne devrait pas éteindre, et c'est normal, toute forme de contestation. La contestation, elle est légitime. Elle est légitime, et je pense qu'un texte qui apparaîtrait comme beaucoup trop timide ne risquerait que la renforcer. Donc l'adjectif, c'est timide. Timide, allez. Je te prendrai comme adjoint. Ouais. Alors, le timing, l'agenda. L'agenda, étant donné qu'il y a un texte qui est déjà finalisé, validé par les élus corses, on peut penser que ça puisse arriver devant le Parlement assez rapidement. Assez rapidement, alors, pour une adoption ou un refus, un rejet, probablement en automne, mais je veux dire, ça pourrait arriver sur le bureau des présidences des assemblées avant l'été, hein, sans problème. Sans problème, regarde, pour l'IVG, c'est allé très vite. Là, il y a un texte sur la Nouvelle-Calédonie qui fait beaucoup de mécontents d'ailleurs, qui est déjà sur la table. Il y aura un texte plus compliqué à préparer, là j'ai peur qu'il y ait un télescopage, une sorte de marchandage un peu problématique avec la question du droit du sol, à Mayotte et dans certains autres territoires peut-être. Hein. Mais non, ça peut arriver assez rapidement sur le bureau des assemblées. Et alors, si on fait un petit exercice de ce qui pourrait être, je ne veux pas être révisé malheureusement à la baisse quand on entend les sénateurs actuellement, quand on voit ce qui s'est passé avec la demande concernant l'IVG, oui, qui était partie sur un droit. On est arrivé sur une liberté. Qui est arrivé sur une liberté consentie, alors qu'il y avait aussi eu un amendement qui a été rejeté pour liberté de choix. Si on fait un petit exercice là, qu'est-ce qui pourrait éventuellement être, d'après vous, enfin, je dis ça comme ça, raboté de ce texte minimaliste, vers quoi on pourrait encore redescendre, en gros? On pourrait préciser, ce qui à mon avis est implicite, que le cadre de l'habilitation est accordé par le Parlement au gouvernement. On pourrait préciser ça et retirer probablement la question symbolique de la communauté. Voilà, je pense que s'il y a deux cibles, ça va être surtout celle-là. Oui? C'est déjà une énorme question, savoir si l'habilitation est accordée par le gouvernement ou par le Parlement, parce que si elle est accordée par le Parlement, ça veut dire que techniquement, c'est quelque chose qui peut être délégué au préfet ou au SGAC dans une certaine mesure. Si c'est le Parlement, ça veut dire que tu vas avoir si tu as besoin de le redemander régulièrement, tu vas avoir des longueurs... Alors, ce que prévoit le texte qui était prévu par le projet de loi constitutionnelle de 2018 et 2019. En 2018 et 2019, on a fait le constat que dans les départements et régions d'outre-mer, ça ne marchait pas. Donc l'idée, la proposition, c'était de faciliter les habilitations en permettant au gouvernement de les donner par ordonnance, et donc avec ratification postérieure par le Parlement. C'est prévu dans le texte de l'accord, Ça ne veut pas dire pour autant que le gouvernement de la France va être forcément favorable à accorder des habilitations. Hein. Je veux dire, ça peut faciliter les choses, c'est vrai. C'est une autre hypothèse de rabotage. Pardon si je reviens sur la question d'avant, mais comme tu as dit que le timing c'est avant de l'été, peut-être. Possible. Moi je pense à l'élection européenne, non? Donc c'est une chose qui peut changer quelque chose en termes d'équilibre entre le Parlement, surtout donc, comme il y a une élection importante au niveau européen, ou tu vois pas? Non, je ne crois pas.
Je ne crois pas, veut dire, depuis 2022, sans le dire, en fait, le président Macron gouverne avec la droite. Hein. La droite s'oppose sur quelques textes très symboliques comme l'immigration, mais veut dire, elle vote plus de 80% des textes du gouvernement, en fait. Hein. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une grande différence. C'est vrai que l'affaire Dati les a enragés un petit peu, on le comprend. L'affaire Dati les a enragés un petit peu. D'ailleurs, aujourd'hui, le grand sénateur Spinner a annoncé qu'il rompait avec Rachida Dati au Conseil de Paris. Mais bon, je ne pense pas que ce genre de péripéties, quand même très politiciennes, ait beaucoup d'impact. Du moins, je l'espère. Hein. Une dernière par délégation. On m'a demandé de te poser la question, est-ce qu'il existe des estimations de l'effet d'un possible transfert de fiscalité à la Corse? En estimation, je ne crois pas. Ce qui est certain, c'est que ce qu'on peut appeler la balance fiscale, en Espagne, ils appellent ça la balance fiscale, c'est-à-dire ce que donne la région à l'État et ce que l'État investit dans la région, la balance fiscale de la Corse, depuis 20 ans, est très largement rééquilibrée. On a certainement encore un déficit, mais avec 100 000 habitants supplémentaires, un développement touristique et urbanistique qu'on peut juger quelque peu désordonné, mais qui quand même existe, je veux dire, le PIB de la Corse a beaucoup augmenté et le produit fiscal de la Corse a beaucoup augmenté aujourd'hui aussi. Donc est-ce qu'il y aurait des marges de ce côté-là? Peut-être. Je veux dire, moi, je ne les connais pas et bon, tu sais mieux que moi que c'est difficile à calculer. Mais ce qui est vrai, c'est que la Corse, jusqu'à aujourd'hui, et comme les autres collectivités françaises, on a au moins un maire parmi nous, a très peu de liberté fiscale. Très peu de liberté fiscale et que forcément, les ajustements sont difficiles à trouver lorsque vous devez toujours demander, pour ne pas dire quémander, une rallonge au gouvernement. Un éclaircissement. Vous nous dites que si la France, dans son passé, a déjà bien largement fait des petites coupes au principe unitaire que brandit le fameux Spinner au Sénat. Alors, parti de là, avec quel type d'argument concret juridique nous pourrions développer, hors l'argument historique, nous pourrions développer le fait que c'est quelque chose qui est à valeur variable, en fait, d'une certaine façon, et que ce n'est pas résolument des principes, la France est une et indivisible peut-être, mais gravés dans le marbre, et que la subsidiarité ou l'exception ne viennent pas s'entrechoquer ou mettre à bas ou démanteler, comme le disent certains, nous les séparatistes, ces principes-là, comment est-ce qu'on peut l'articuler juridiquement? Juridiquement, je ne sais pas, mais politiquement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Moi, dans le fond, je trouve même que ces affirmations d'attachement absolu aux principes unitaires reviennent à dire quelque part que les ultramarins sont plus français. Ce qui peut être choquant. Mais je veux dire, si on tire toutes les conséquences de ce propos-là, ce propos unitariste, je pense qu'on en arrive là. Je ne pense pas que c'est là où ils veulent y en aller. Alors ils disent, oui, ce n'est pas les mêmes. Oui, c'est l'ancien empire colonial. Oui, il y avait même l'esclavage. C'est vrai. Mais à partir du moment où ils sont français à part entière. Comment se fait-il qu'on leur laisse des libertés, des possibilités de différenciation de plus en plus énormes jusqu'à leur permettre de restreindre les droits du citoyen français au travail ou à l'établissement économique? Il y a quelque chose qu'en fait la France a deux constitutions territoriales et beaucoup refusent de se l'avouer. Alors on dit c'est au nom du pragmatisme, c'est vrai. Mais pourquoi au nom du pragmatisme la Corse serait exclue? Je ne crois pas qu'il y ait une logique cohérente dans ce discours-là. Après, vous ne pouvez pas forcer ceux qui ne veulent pas boire à boire. Je ne veux pas dire les ânes. C'est pas possible non plus. Je ne crois pas que ce discours unitariste puisse être si facilement contrebalancé. Ce sera très difficile. Politiquement. Ce sera très difficile. Je veux dire. Après, d'autres considérations. Si l'objectif
et de construire une Corse plus apaisée, plus démocratique, où la gestion publique est sensiblement améliorée, je crois que cette perspective autonomiste, elle est plutôt favorable. Je veux dire, pour peu qu'on ait à côté un État qui coopère correctement et qui assume bien ses fonctions régaliennes. Je pense qu'elle est plutôt favorable à cette perspective-là. Maintenant, est-ce qu'ils sont capables, les plus jacobins, d'entendre cette logique-là? Je ne suis pas certain du tout. Oui. Si l'on prend le cas que le gouvernement français donne une autonomie à la Corse, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir pour le peuple corse, pour les gens comme nous, qui allons faire le plein dans une station-service où l'essence est plus chère que sur le continent. Ou quand vous achetez une bouteille d'eau, elle est majorée de 15 à 20% sur le continent. Est-ce que ça va être... Comment ça va se passer? Est-ce qu'on va baisser les prix? Il faut bien que le peuple ait quelque chose dans cette affaire. Parce que si c'est que des politiques, pour parler de grands mots comme vous dites, moi je prendrai l'exemple de Napoléon III, pour le peuple et par le peuple. Qu'est-ce qu'on va y gagner? Alors qu'est-ce qu'on va y gagner? Imaginons que globalement, on trouve une classe politique mieux formée, plus responsable, qui ait une meilleure gestion publique, je pense qu'on y gagnerait. Sur des points de vue, sur des questions particulières comme la fiscalité des carburants, il faut espérer que nous puissions y agir. C'est quand même pas exclu. Imaginons que demain, plutôt que revenir au droit commun des successions, ces successions soient, je ne sais pas, au moins exonérées de moitié pour les bas revenus, ceux qui gagnent moins de 2 000 € par mois. Je veux dire, pourquoi pas imaginer une fiscalité de succession progressive qui permettrait, l'exonération totale, je répète, j'y crois pas, qui permettrait, je veux dire, au moins à ceux qui gagnent le moins d'argent de profiter pleinement du patrimoine acquis par leurs parents. Mais il y a beaucoup de choses qui sont imaginables. Après, dans la gestion publique, il est toujours plus facile d'imaginer des avantages particuliers, comme une baisse de 10 centimes sur l'essence, que sur des questions plus générales, comme la qualité générale de l'administration. Mais la qualité générale de l'administration, c'est certainement le premier ou l'un des 2 premiers objets de facteurs de bonheur des peuples. Avoir une administration qui vous réponde bien, qui vous écoute, qui est performante, qui n'est pas trop coûteuse, je veux dire, c'est quelque chose qui est quasiment inestimable. Je ne crois pas qu'on l'ait aujourd'hui, ni en Corse ni en France. Il n'y a pas que le coût des carburants, il y a la vie, les denrées alimentaires. Oui, on a 10% de plus. On est à 10% de plus. Est-ce qu'il y aura un retour positif pour nous, les Corses? Ça nous servira. Après, je n'ai pas fait le programme politique de la Corse autonome. Vous l'excuserez peut-être. Je veux dire, ça, ce serait au parti politique. D'ailleurs, c'est une fonction qu'ils remplissent assez mal, malheureusement, ce parti politique de faire des programmes politiques. Parce que ce ne sont pas que les institutions. Ce ne sont pas que les institutions. Il faut que nous, et d'ailleurs, tous les jours, nous ayons un retour. Et d'ailleurs, je pense, permettez-moi, je pense qu'une société qui fonctionne bien, ce n'est pas seulement des élus de l'administration. C'est aussi des acteurs sociaux, des citoyens qui s'impliquent, je veux dire, dans diverses matières, associatives ou autres, qui font vivre cette société, qui la rendent plus unie, plus solidaire. Je veux dire. Oui, justement, c'est cette idée de démocratiser la démocratie, pour que ce ne soit pas juste sur des questions catégorielles, l'essence, le pouvoir d'achat, les successions, enfin bref, mais en général, pour qu'on puisse impliquer les citoyens, tu as évoqué le fait que d'entrée de jeu, le protocole était un peu inversé, c'est-à-dire qu'on ne demande pas encore ce qu'ils veulent. C'est à la fin, une fois que les élus sont entendus, plus ou moins, on ne sait pas très bien, est-ce qu'ils ont fait assez de lobbying au Sénat ou pas, est-ce qu'ils sont mis tardivement, enfin bref, on arrive à la fin, il y aura peut-être un référendum. Moi je crains que la question posée ne soit pas claire à ce moment-là, même si on arrive à cette étape-là. Est-ce qu'avec ce qui a été proposé, dans l'hypothèse quand même, soyons optimistes, où il y aurait quelque chose à l'arrivée, est-ce que ça permettrait d'avoir, par exemple, à l'échelle locale, des référendums? Parce que j'ai vu qu'à Grenoble, quand ils avaient voulu en faire... on leur a dit non. On leur a dit non, vous n'avez pas le droit de consulter. On leur a dit. Alors,
ce n'est pas le référendum communal prévu par la loi, hein, où c'est la municipalité qui décide l'organisation. Là, c'était un référendum d'initiative populaire à Grenoble. Hein. C'était un référendum d'initiative populaire. Le préfet a dit « la loi ne le permet pas ». Et après les Gilets jaunes, le président Macron avait annoncé qu'il était plutôt ouvert à cette idée de référendum d'initiative populaire au niveau local, hein, pas au niveau national quand même. Vous voyez, il n'y en a pas eu. Non, non, ce n'est pas rentré dans la loi. Pourtant, c'est grâce à ce qui est en cours, est-ce qu'on pourrait imaginer justement obtenir ça? Moi, je pense que ce serait plutôt positif. Ça ne réclamerait pas une nouvelle modification de la Constitution? Non, quand même. je pense que ce serait positif d'ouvrir le champ du référendum, de consulter plus les gens. Après, je ne crois pas au référendum sur toutes les questions. Je veux dire, il y a des questions où on peut répondre oui et non. Il y a des questions où rechercher un consensus me paraît plus judicieux, si tu me permets. Hein. Je ne crois pas au référendum sur toutes les questions. Il y a des questions où ça peut être optimal. Et là, ce serait bien de pouvoir l'utiliser plus facilement, oui. Mais le référendum n'est pas l'unique moyen de démocratie participative. Tu connais ses limites. Il faut dire oui ou non. Je veux dire, la vraie question, c'est celle de la discussion collective, du débat public dans ce pays. Je pense qu'elle est particulièrement pauvre. Et c'est dommage. Il y a une autre forme de référendum, c'est le référendum révocatoire. La révocation, oui. C'est pas mal. Le recall. Hein, hein? Le recall. On t'a donné le pouvoir, mais on trouve qu'en le mandat, allez, on peut le reprendre. Alors là, peut-être qu'en France, on l'utiliserait trop. Bon, on peut continuer à discuter. Hein, pose des... Ah, mon Dieu.